Salut à toi et bienvenue sur le premier épisode hors série, le premier du genre. L'idée de cet épisode, c'est de répondre tout simplement à tout ce qui se dit en ce moment sur le marché immobilier actuel, essayer de venir un petit peu décrypter ce qui s'est passé en 2022 et ce qui va se passer en 2023. On va essayer de préparer justement cette année 2023 dans cet épisode grâce aux informations que j'ai synthétisées et que je vais pouvoir expliquer ici. Donc l'épisode n'a pas pour objectif de durer très longtemps et de dire, de donner une recette magique, hein. J'ai ni la recette magique ni de baguette magique. Donc rien de tout ça. Mais par contre, j'ai l'avantage d'avoir été très actif cette année. Donc via mes partenaires et via les retours que j'ai eus moi, bah, je vais être capable de te retranscrire ça. Et qui sait, si ça se trouve, à la fin de cet épisode, normalement, t'auras tout ce qu'il faut pour bien préparer 2023 et te lancer sur un nouveau projet peut-être d'achat voilà, en début d'année, je l'espère. Avant de commencer cet épisode, je tiens à dire que lundi est sorti l'épisode numéro 26 de la première saison, ce qui veut dire que si mes calculs sont bons, c'est la moitié de l'année, ça fait donc 6 mois que le podcast existe. Et pour fêter ça, j'ai fait sur l'Instagram du podcast, j'ai fait un concours que j'ai mis en place. Donc tu peux retrouver ça sur Instagram et participer évidemment et gagner les cadeaux qui sont en jeu. Donc pour retrouver l'Instagram, c'est Chronique Imo Podcast tout attaché. Voilà, Chronique Imo Podcast tout attaché. Donc concernant l'épisode du jour, donc il n'y aura pas de questions-réponses, etc. Je vais juste prendre dans l'ordre mes notes et t'expliquer tout ça. Donc en gros, déjà la première chose à faire, à mon avis, par rapport à cette année 2022, puisque là on est en novembre, c'est d'accepter le fait que la nature des marchés, c'est d'être quelque chose de cyclique. Donc le fait que les marchés soient cycliques, ça fait que on ne maîtrise pas quand est-ce qu'on va, quand est-ce que le cycle va du coup s'arrêter. Donc on était sur un cycle prolifique pour le marché immobilier jusqu'à mi-2020, début 2021. Et puis depuis le début de l'année 2021, on voit que ça a largement ralenti. Évidemment, il y a eu l'effet Covid, il y a eu l'effet inflation, tout ça. Donc, je vais revenir après sur le pourquoi du comment. Donc, la première chose à faire, c'est juste déjà d'accepter que le marché immobilier, il est comme le marché boursier, il est cyclique. Donc, il ne peut pas tout le temps être flat, il ne peut pas tout le temps créer les mêmes opportunités pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il soit cyclique et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand un marché est cyclique et quand on est un petit peu dans le down, un petit peu dans le bas du marché? Ben, c'est de ne pas se laisser tirer vers le bas. Il y a pas mal de gens qui me disent que, ben, effectivement, il n'y a pas de projet qui passe en banque, qui trouvent beaucoup de biens qui reviennent à la vente, mais que, oui, des offres sont acceptées, mais il n'y a pas de projet qui passe en banque. Ou alors qu'on leur demande de mettre beaucoup d'apports, etc. Bon, il faut se rappeler qu'il y a deux perdants hein, dans cette histoire. Le premier perdant, c'est l'État. Donc l'État, il ne peut pas laisser faire les choses trop longtemps non plus. C'est-à-dire que l'État, à l'heure actuelle des choses, en fin d'année 2022, quand ils vont faire les comptes du nombre de ventes, du nombre de transactions qui ont été enregistrées chez les notaires, ils vont voir qu'il va y avoir une perte énorme, une perte conséquente. Or, l'État, il faut savoir qu'elle prend un peu plus de 5% sur chaque vente. Hein, tu sais, dans les émoluments du notaire, il y a une grande partie qui est reversée à l'État. Et notamment, il y a une taxe euh, qui est tout le temps la même, qui a, je crois, 5,4 ou 5,5%, peu importe, qui va directement dans leur poche pour chaque vente. Donc, elle ne peut pas laisser le cours des ventes s'effondrer parce que c'est un manque à gagner trop important pour elle. La deuxième chose, c'est la perte de TVA. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, à chaque fois qu'il y a des ventes qui se font, derrière, il y a tout simplement de la TVA qui est créée par tout un tas d'achats qui est fait par les particuliers ou les professionnels, peu importe, qui achètent et qui ont besoin de rénover les appartements, les maisons, les biens, enfin bon, peu importe. Et tout ça, ça crée de la TVA. Tu sais, il y a une taxe qui est d'environ 20%. Ça va dépendre des fois 10, des fois 20, des fois 5, ça va dépendre. Mais cette TVA, c'est le bras armé de l'État, hein. C'est comme ça qu'on remplit les caisses. Donc plus l'économie, quand on dit que l'économie va mal, en fait, c'est un abus de langage pour dire l'État ne récolte plus de TVA. Et oui, forcément, les gens dépensent moins. Du coup, l'État récolte moins de taxes, moins d'impôts. Donc lui, c'est le grand perdant, l'État, de cette situation. Donc il ne peut pas laisser faire pendant trop longtemps. Et à mon avis, là, ils sont déjà en train de, de travailler sur quoi faire pour début 2023. On verra ça tout à l'heure. Les deuxièmes perdants,
c'est ceux qui achètent soit leur résidence principale, soit des biens passifs, dits passifs. Donc c'est comme ça que moi je les appelle. Donc en gros, à partir du moment où tu n'es pas étatique et que tu n'as pas besoin d'acheter un bien passif, ben alors dans ce cas-là, tu es protégé par rapport à ce qui est en train de se passer là depuis quelques mois et qui va peut-être durer encore quelques mois supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire des biens passifs? Ça veut dire par exemple que tu achètes un bien qui est trop cher par rapport au prix du marché, ou tu vois un bien où tu veux faire du locatif et où avec l'augmentation des taux, avec le prix du marché qui est peut-être trop élevé par rapport à ce bien, bah, tu serais pas dans le positif et du coup ça ferait de toi quelqu'un qui achète un bien passif. Exemple, un bien neuf que tu achèterais sur plan par exemple, ça va souvent être des biens passifs. Pourquoi? Parce que les biens neufs sont souvent vendus plus cher que le prix du marché. Et en plus, les taux actuels sont tellement élevés, ils sont aux alentours de 2,95, de 3,10 même pour certains. Ben, ça va faire de toi quelqu'un qui va avoir un coût de crédit qui est très important par rapport au rapport de ce bien. Donc, si tu n'achètes pas de bien passif et que tu n'es pas étatique, tu n'es pas, voilà, non, tu peux en tout cas être protégé si tu fais pas de mauvais choix. Autre chose qui est important de comprendre, c'est le fait que les prix en ce moment, ils stagnent, voire même dans certaines villes, ils baissent, hein. Ça va dépendre vraiment des quartiers aussi dans chaque ville, hein. Il faut, voilà, tout est relatif, hein. Mais de manière générale, on peut voir une stagnation. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent que depuis mai, il n'y a pas eu d'augmentation significative sauf sur les villes de Nice et certains quartiers parisiens. Je suis dessus là. Je vois Nice, Cannes et certains quartiers parisiens. Mais c'est plus dû au fait que c'est la fin d'année. Et oui, parce que si c'est la fin d'année, les banques, elles ne prêtent pas. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année, les banques, elles font pas la course au prix immobilier. C'est pas du tout leur priorité. Les banques, elles ont, en début d'année, on leur dit, bon bah voilà, il y a à peu près, il y a ça comme budget, il y a une enveloppe de X millions à faire du crédit immobilier. Si l'objectif il est atteint à 80%, bon bah c'est bon, on fait pas la course. Donc là, à mon avis, arrivé en novembre, étant donné que les offres pour être éditées et pour que le bien soit signé, il faut entre un mois et demi et 3 mois, bah c'est pas du tout leur priorité. Donc le fait que ce soit la fin d'année, ben ça pousse le marché immobilier a stagné en termes de prix au mètre carré. Et en plus, il y a aussi à ça qui s'ajoute l'augmentation des taux, puisque il y a eu cette histoire du taux d'usure en fait, qui a été vachement amenée en avant sur les médias. Et donc du coup, la conséquence de ce taux d'usure qui a beaucoup évolué, bah, c'est des taux qui augmentent. Donc quand en début d'année, en tout début d'année ou en fin 2021, on était à 1,5, 1,20, 1,25. Là, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on est aux alentours de 2,90, voire même 3%. J'ai vu passer une offre à 3,10 là. Donc c'est plus dû à ces deux facteurs-là, la fin de l'année, donc du coup le manque de besoin de faire du crédit immobilier pour les banques, et l'augmentation des taux chez elles, due aux recommandations du HCSF, qu'à une explosion de bulles ou un krach boursier comme on a pu l'entendre. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup j'ai vu sur YouTube beaucoup de vidéos un peu putaclic au niveau des titres, comme quoi il y aurait un krach boursier, etc. Enfin, bon, les effets d'une explosion de bulles ou d'un krach boursier, comme on pourrait dire, c'est vraiment, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre, hein. Là, c'est une récession, mais c'est soft, hein. Je pense que ceux qui ont vécu l'après 2008 ou fin des années 80, il y a eu notamment un crack en 87. Je pense que eux, ils savent vraiment de quoi on parle, quoi. Là, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus soft. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc PenserImmo. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc il faut plutôt comprendre que la pression
elle est supportée sur les épaules des vendeurs. Donc c'est vraiment un marché qu'on pourrait dire d'acheteurs, puisqu'en ce moment la pression, elle est sur les épaules des vendeurs. Les vendeurs, ils doivent forcément garder leurs biens, puisqu'ils signent des offres, ils acceptent des offres, mais les acquéreurs, ils se font pas financer. Ou alors ils se font financer mais à des taux très élevés, du coup ils achètent des biens moins chers, ils achètent des biens peut-être plus petits, etc. Donc du coup les vendeurs ils doivent baisser leur prix s'ils veulent pouvoir être concurrentiels sur ce marché qui est en train de ralentir. Et surtout les professionnels du secteur, c'est eux aussi qui doivent supporter cette pression. Il faut savoir qu'il y a toute une économie derrière de gens qui souffrent de cette situation, à savoir les agents immobiliers, peu importe qu'ils soient mandataires ou pas d'ailleurs, hein, n'importe quel type d'agent intermédiaire dans cette profession souffre du manque de liquidité du marché. Les courtiers immobiliers, alors eux, ils souffrent énormément, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont montées au créneau, pardon, de l'État pour, euh, pour essayer de faire bouger les choses dans le monde du courtage de crédit. Ensuite, il y a les notaires, hein, évidemment, qui vont voir leur chiffre d'affaires aussi baisser, puisque s'il y a moins de ventes, ils prennent moins de frais là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des études notariées qui sont spécialisées là-dedans, hein. Il y en a même qui ont un département immobilier qui est réservé, qui est propre à l'étude, hein. Donc il y a les notaires qui ne font que ça dans certaines études. Donc ça fait partie des choses, à mon avis, des chiffres d'affaires qui baissent drastiquement, hein, auprès des études de notaires. Et évidemment, le marché qui est la conséquence de ça, c'est le bâtiment. Donc tout le marché du bâtiment, il faut savoir que ceux qui font vivre les artisans, hein, c'est ceux qui achètent et qui rénovent. Pour une grande partie d'entre eux, là, étant donné qu'il y a eu moins de transactions, il y a eu moins de rénovations. Donc du coup, si tu t'es lancé en 2022 dans l'artisanat, je sais pas, que tu es plombier ou que tu es électricien ou plaquiste, à mon avis, t'as pas eu une super année parce que voilà, il y a eu moins de ventes et donc il y a eu moins de besoins. Un autre point important à souligner, c'est le fait que 2022, étrangement, c'est une année record en termes de bénéfices pour les banques, puisque déjà dès le premier trimestre, les banques françaises avaient accumulé plus de 5 milliards de profits. Donc là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment elles ont fait? Bon, alors déjà, on ne crée pas du profit à l'instant T quand on est une banque, hein, donc il y a une inertie qui est importante, donc c'est de l'argent qui provient des mois précédents, des mois de travail précédents et des mesures qui avaient été prises en place avant. Alors déjà, il y a l'effet inflation. Donc du coup, il y a l'État qui demande aux banques de se caler par rapport à l'effet inflation. Et en plus, il y a l'augmentation des taux. Donc quand tu augmentes tes taux, que tu es une banque, que tu passes de 1,5 à, exemple, 3%, c'est simple, sur un coût de crédit qui, par exemple, pouvait te coûter 20 000 euros ou 25 000 euros, allez, prenons 25 000 euros, si tu passes de 1,5 à 3%, tout de suite, le crédit, au lieu de te rapporter 25 000 euros, c'était une banque qui te rapporte 50 000 euros. Tu fais x2. Donc, le fait que l'inflation augmente et que les taux, de manière générale, augmentent, ça fait gagner plus d'argent aux banques. Et il y a aussi le fameux, il y a l'effet prêt garanti par l'État. C'est tout ce qui avait été mis en place à partir du moment où le Covid avait un peu mis l'économie à l'arrêt. Et pour sauver les petites PME, enfin les TPE, les PME, d'ailleurs je crois qu'il n'y avait pas de limite de taille, n'importe quelle boîte pouvait avoir un prêt garanti par l'État. Évidemment, ça a certainement été une bonne idée pour plein de boîtes, mais pour beaucoup de boîtes, c'était juste une bonne manière de faire de l'argent où la garantie n'était pas portée par leurs petites épaules d'entreprise, hein, de petites entreprises, mais plutôt par l'État. Donc ces boîtes-là, pour celles qui ont remboursé, bon tant mieux pour les banques. Pour celles qui n'ont pas pu rembourser, le prêt est garanti par l'État, donc l'État envoie l'argent à la banque. Donc la banque se gave bien. Évidemment, la banque, elle n'a jamais fait autant de prêts que pour les entreprises que pendant le Covid, hein. Pendant tout premier confinement, quand ils ont parlé de ces prêts garantis par l'État, mon banquier n'était plus joignable au téléphone. Ça a été fini. À partir de ce moment-là, c'était que par mail et il répondait au bout de 10 jours, 2 semaines. Tout simplement parce que la priorité des banques, c'était allez-y, on a l'État qui va payer dans tous les cas, donc faites des prêts, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, c'est la bonne opération pour les banques parce que 2022, c'était le moment où on commençait à récolter les fruits de ces prêts garantis par l'État. Et en vue de cette guerre en Ukraine, là,
dont on nous a beaucoup parlé en début d'année, puisque ça faisait la une de l'actualité. Du coup, les mesures ont été prises dans les banques, dans les 5 banques principales pour remplir les caisses. Donc en France, les banques, ce qu'elles font avec ce profit, c'est qu'au lieu de le mettre en disponibilité sur les marchés de manière à créer du crédit et peut-être faire baisser les taux, elles préfèrent le garder dans ces caisses, donc remplir les caisses. Pas les chiffres en tête, mais je l'ai lu à plusieurs reprises pour les 5 banques principales en France. Elles ont quasiment toutes, pardon, doublé le fonds de sécurité. Donc le fonds de sécurité, c'est ce qu'il y a dans les caisses des banques au cas où il se passe un problème. Voilà. Donc la plupart ont doublé. Et ça, c'est important de le dire parce que ça a un effet. On parle de beaucoup d'argent, hein, c'est des millions pour pas dire des milliards pour certaines. En faisant ça, les banques, elles se protègent, mais en même temps, elles ont une influence négative sur le marché parce que c'est pas de l'argent liquide, c'est pas de l'argent disponible. Donc les réactions en chaîne derrière, c'est l'augmentation des taux pour prêter de l'argent. Maintenant, il faut penser à l'année prochaine. Voilà, il faut penser à 2023. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux ne pourront pas rester aussi hauts. Moi, 3%, ça ne me choque pas, hein, parce que même à ces niveaux-là, l'immobilier reste très rentable. C'est-à-dire que si tu achètes à 3%, déjà, tu es déjà moins cher que l'inflation. Donc, c'est pas très grave. Il suffit que tu achètes une affaire rentable, que tu achètes en dessous du marché, et qu'en plus, ça soit du locatif, que ça soit du coup un bien qui produit de l'argent tous les mois, bon, alors là, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, je faisais aussi cet épisode pour rassurer, pour dire que c'est pas catastrophique. Donc, il faut comprendre que même si les taux sont élevés, l'immobilier, il peut rester rentable. Ça va dépendre évidemment du prix d'acquisition au mètre carré. Et évidemment, il faut s'attendre à un mouvement au niveau de l'État pour influer les banques sur le fait de rabaisser les taux, parce qu'il n'y a aucun intérêt à laisser les taux à ce prix-là. Puisque déjà qu'on a un problème de logement en France, les petits foyers n'arrivent pas à se loger et n'arrivent pas à emprunter déjà de manière normale. Donc là, à 3%, ils n'arriveront pas à acheter euh, pour leur première acquisition, donc les primo-accédants, pour leur foyer. Ensuite, en début d'année 2023, les prix ne pourront pas reprendre à la hausse directement. C'est-à-dire que c'est pas parce que là, le marché il ralentit, il stagne et les prix n'augmentent plus que dès que ça va repartir en début d'année, ce qui est important de dire, c'est juste que les prix ils vont pas augmenter d'un seul coup. Donc c'est pas parce que yes, on est en début d'année, les banques ont besoin de faire du crédit, que ça va repartir comme ça. En début d'année, il va y avoir l'inertie déjà de tous ces mois de stagnation, de toute cette morosité, et donc du coup, ça va prendre un temps long pour que les prix recommencent à augmenter. Donc les mesures qui vont être prises vont être bénéfiques à l'instant T, mais les prix ne vont pas augmenter tout de suite. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour les investisseurs. Et ce que je peux dire pour conclure, c'est que si tu as fait comme les banques, c'est-à-dire si tu as accumulé un max de cash pendant ces derniers mois, septembre, octobre, novembre, et si possible si tu continues en décembre, voire même en janvier, et que tu es prêt pour février, alors tu auras certainement plus de chances d'avoir affaire à un marché plus attractif, parce qu'il sera plus actif, il sera plus liquide, tu comprends? Et tu seras aussi d'ailleurs plus écouté par des banques qui ont besoin de faire du crédit IMO et qui seront plus à l'écoute, hein, tout simplement. Qui seront plus à l'écoute de tes projets. Donc moi, je pense que c'est une sorte de, comme on dit, reculer pour mieux sauter. C'est une période par contre qui est faite pour accumuler. Donc moi, je le conseille vraiment. Souvent, on dit que l'argent, ça ouvre des portes. Donc là, ça va être vraiment le moment de montrer que c'est la vérité, hein. Donc accumule de l'argent. Voilà, tout cet effort d'épargne que tu fais, continue, voire même renforce-le. Et en début d'année, premier trimestre 2023, si jamais les prévisions sont validées, à mon avis, il y aura plus d'opportunités sur le marché IMO. Mais là, à mon avis, il est bouché pour cette fin d'année. Donc il y a des coups à faire, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mort et que on peut aller se coucher, se rendormir et se réveiller en janvier ou en février. C'est pas du tout ça. Voilà, on en a terminé avec ce hors-série. C'était vraiment juste pour faire un point sur le marché actuel, cette fin d'année 2022 et préparer 2023. Quant à moi, je te dis rendez-vous lundi pour une chronique tout à fait normale, tout à fait classique. Salut!